On a tous besoin d'être chouchoutés, encore plus en hiver. Alors si on s'offrait du plaisir en pot avec la crème orange de Delicious. Véritable bombe d'efficacité et d'énergie, elle fait son effet à tout âge. Elle lisse, repulpe, hydrate et booste l'éclat du teint. Une crème pour toutes les peaux, fabriquée en France et récompensée par les Victoires de la beauté et le magazine Marie-France. Pour moi, c'est la pépite de la rentrée. Merci Delicious de soutenir notre podcast et maintenant, place à l'épisode. Aujourd'hui, allez j'ose tendre mon micro à une femme qui pratique quotidiennement l'autodérision. Qu'elle soit seule en scène, au cinéma, à la télé, elle ose tout, elle assume tout. C'est pour ça qu'elle est devenue, au fil des années, une des comédiennes préférées des Français. J'aime sa gouaille, son humour, son immense sensibilité. Elle ne devrait pas tarder à arriver. Donc me voilà chez moi, en train de préparer un thé à Michel Bernier. C'est quand même un rendez-vous très émouvant pour moi. J'imagine aussi pour Michel parce que d'abord nos pères étaient très amis, mais très très proches puisque le père de Michel a créé Harakiri. Il s'appelait Choron. Et du coup, et puis moi j'étais, rien que de le dire, j'ai des émotions, j'étais sur les genoux de Choron. À chaque fois que je disais ça, les gens disaient oh là là. C'est vrai que c'était des... Aujourd'hui, l'époque a complètement changé, mais ils avaient un très grand bureau sur les quais, une grande table marron où il y avait plein de bouteilles de vin, plein de dessins de partout. Enfin, c'était assez dingue, le bureau de Harakiri. Et moi, j'y ai passé mon enfance. Donc, c'est vrai que Michel, on se voit pas, mais on a nos origines intellectuelles et culturelles en commun. J'ai une amitié profonde pour elle. C'est immuable. C'est comme ça, c'est intrinsèque en fait. J'aime beaucoup cette femme. Et puis surtout, c'est une des premières à avoir abordé le thème de la ménopause dans ses spectacles. Mais alors vraiment, et puis d'ailleurs, je me souviens quand moi j'avais vu ces spectacles qui me faisaient hurler de rire, vraiment quand elle me parlait de ménopause, c'était très très loin pour moi ce sujet. Donc maintenant que j'y suis, je me souviens. Mais c'est vrai. Et voilà. On va verser l'eau. Allez hop. Cette ménopause, elle me rend mélancolique. Mais c'est ça. C'est la question que je voudrais poser à Michel. C'est parce que elle, la joie, quoi qu'il se passe, j'en ai l'impression qu'elle la garde bien. Donc, ah. Oh, oh, merci de venir jusqu'ici. Oh, je suis trop contente. Tu sais, j'ai habité Place des Fêtes longtemps. Mais non, c'est pas vrai. Bon, allez, enlève ton petit manteau. Oui, c'est trop mignon. Tu sais que j'étais en train de me rappeler dans la voiture que quand je crois que tu venais de naître et maman avait, ma maman, elle avait acheté, elle avait ramené de la campagne des pots de confiture pour toi qu'elle avait donné à ma maman. Ta maman. Elle était venue nous voir. Ah mais oui, je pleure tout le temps. Ah, c'est comme ça. Voilà, tu sais. une petite Wolinski. Oh là là. Alors tu sais qu'en plus je suis en vrai je suis en pleine ménopause et alors je sais pas pourquoi ça me fait pleurer. Et dis-moi, mais tu l'as, elle est précoce. Je vais avoir 50 ans. Oh quand même. Non. Mais en fait le problème de la ménopause, c'est qu'en fait comme c'est un arrêt de notre fonction primaire, c'est-à-dire on ne fera plus d'enfants. On n'en parle pas. Les femmes n'aiment pas en parler parce que c'est quand même le début de la vieillesse. Ouais, à partir du moment où tu n'es plus fécondable, ça veut dire que t'es mis de côté un peu. T'es mis de côté, tu ne sers plus à grand chose. En tout cas, plus à ça. Et que c'est quand même un état qui fait de toi, enfin pendant quand même des millénaires, qui a fait de toi la personne qui se met sur le côté et qui attend, alors les mecs ont plus trop envie de les sauter. Tu me définis bien. Là pour l'instant, tu définis bien toute ma vie, tout mon état. Si tu veux, il y a quelque chose de, la ménopause, c'est le moment d'une fin de quelque chose. Donc c'est compliqué à accepter, même si on sait maintenant, aujourd'hui, qu'on a quand même fait des progrès là-dessus et que c'est plus
un tabou d'en parler, mais quand même, ça reste la fin de quelque chose. Et pour que ça devienne le début d'autre chose, c'est difficile. Sans compter qu'en plus de ça, dans les couples, comme les hommes ont tendance, eux, comme ce sont des semeurs, et nous, on nidifie, eux, d'avoir une ménopausée, ça les fait vieillir aussi, quelque part. Donc, il y a une petite distanciation à ce moment-là qui est compliquée à passer, je pense. Puis sans compter que les bouffées de chaleur, les hormones, les sautes d'humeur, enfin bon, il y a tout un tas de trucs physiologiques qu'on aime bien considérer chez nous. C'est comme l'hystérie, c'est comme tout ça, c'est comme d'avoir ses règles. Alors, le nombre de fois on dit ça va pas, t'as tes règles? Non, c'est juste ça me dérange que tu me dis. Ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai mes règles ou pas. Mais tout est... J'ai l'impression que la vision qu'on a des femmes est souvent un peu collée à ça, quoi. Mais moi, c'est pas avec ma mère que j'en ai parlé de la ménopause. C'est en allant voir ton spectacle il y a 10 ans que j'en ai entendu parler, en fait. Tu vois, même pas une ride. Et qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, t'en as parlé? Alors, je vais te dire, je pense que moi, je ne me sens pas en tabou de ces choses-là. Les premiers trucs, c'était d'avoir 50 ans, où tu commences à recevoir du courrier, de faire des coloscopies, de faire de ci, de faire de là, où je veux dire, tout d'un coup, la sécurité sociale t'aime. C'est-à-dire, pendant 10 ans, elle s'en fout complètement. Et puis là, tout d'un coup, alors là, il va falloir quand même prendre ça en main, parce que s'il y a des problèmes, ça va nous coûter cher, donc il va falloir que tout le monde fasse attention. Et là, tu commences à recevoir des courriers désagréables. Le gynécologue commence à te dire il va falloir penser. Est-ce que vous voulez faire ça? Puis à un moment, t'as des bouffées de chaleur. Puis à un moment, tu dis tiens, j'ai plus mes règles. Qu'est-ce qui se passe? Et puis tu commences à avoir moins bien. Tout est trop petit à lire. Enfin, il y a une espèce de condensé comme ça qui arrive. Tu te dis mais je ne suis plus cette personne-là. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, le mot 50 déjà, oh là là. Et puis en fait, quand on a voulu écrire un spectacle, en fait, parce que toutes les deux, on a le même âge, donc on traversait les mêmes choses, avec ma co-auteure aussi, Marie-Pascale. Et puis ça, on a commencé à rire de ça aussi, parce que c'est indispensable d'en rire. Et puis la ménopause, alors on a voulu en parler avec une chanson, donc le tango de la ménopause, et en disant on va dire au revoir au dernier tampon. Voilà, ça me fait des trucs de vous raconter ça, là. Oh, je sens que ça monte, là. Oh, ça monte. Oh, ça monte. Oh là. Oh là. Donnez-moi un ventilateur. Je sens monter une chaleur. Du petit orteil jusqu'aux cheveux. Je sens en moi monter le feu. Déjà ma peau partout ruisselle. Tout se ramollit, même ma cervelle. Quelle est cette bouffée perfide qui m'envahit? C'est horrible. C'était une manière d'en parler un peu aussi avec de la distance, de le chanter. Mais d'ailleurs, je me rappelle très bien, quand nous, on a écrit la chanson, on était toutes contentes, ça nous faisait marrer que j'ai appris le tango avec avec un traversinge. En fait, tous ces trucs pénibles devenaient amusants pour nous. Et la première fois qu'on en a parlé à nos producteurs de l'époque, c'était un homme et il a dit mais jamais. Comment tu oses parler de ça? Ah oui. Comment tu vas te produire avec un tampon géant sur scène? Alors là, ça nous a un peu refroidi, tu vois. On s'est dit, oh là 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 là, mais peut-être qu'on fait une erreur, peut-être que on devrait pas parler de ça comme ça, peut-être que c'est beaucoup, peut-être que... Mais bon, donc on répète le spectacle en se disant, on verra bien. La première en public, on verra si les gens sont mal à l'aise comme ça. Moi, ça va être compliqué pour moi sur scène, mais on l'enlèvera. Bon, voilà. Écoute, je pense que c'est un des plus gigantesques fous rires et d'applaudissements que j'ai jamais eu sur scène. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai chanté Vapeur, vapeur, elle se fout du temps, elle se fout de l'heure, et que je suis arrivée avec mon tampon, les gens... Énorme, quand même. Mais ils étaient morts de rire. Mais quand je dis morts de rire, c'est vraiment morts de rire. Étonnés et libérés. Parce que je pense que c'est ça qui s'est passé. C'est libérer ce truc tabou, où on n'est pas bien, où on a honte de le dire, où on veut pas. Non, mais j'ai chaud. Parce qu'il fait pas chaud ici. Hein. Ça peut pas être moi. Enfin, c'est bizarre, hein, ce truc. Non, mais
C'est toujours une manière de libérer les choses, de dire arrêtons d'avoir peur, tu vois, on nous fait peur en fait. C'est le tango de la ménopause, le début de l'ostéoporose. Tu comprends pas bien que je t'explique. La vie d'une femme, c'est biologique. Nous ne vieillirons pas ensemble. Ne m'en veux pas, moi-même j'en tremble. J'aurai plus jamais de menstrues. Je les reverrai plus. Vapeur, vapeur. Est-ce foutre du temps, est-ce foutre de l'heure? Bouffer, bouffer. Chez moi, c'est l'été toute l'année. En re-regardant, je me suis dit, waouh, quand même, Michel, elle était... Alors, c'est un mot un peu galvaudé quand je dis ça aujourd'hui, mais elle était vraiment, vraiment féministe avant l'heure. C'est un peu bête de dire féministe avant l'heure, mais tu vois, je veux dire, vraiment, tu t'es emparée de sujets où, même aujourd'hui, je vois pas, j'ai l'impression qu'on est tellement coincés qu'on n'oserait même pas redire tes sketchs, tu vois. Je suis sûre de ça. Non, mais moi, mon féminisme, il ressort comme quelque chose de quotidien, comme quelque chose de personnel. Et donc, avec le spectacle, c'est pareil. Je vais dans le sens du féminisme, c'est d'être une femme et d'accepter de dire les choses. De dire, ça m'a fait souffrir, maintenant je peux en rire, mais en tout cas, à un moment, il faut savoir... Bon, on dirait la substantifique moelle pour rester en vie et se servir des choses aussi à son avantage. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Comment tu te sens, là, aujourd'hui? Alors, écoute, ça dépend des jours. Il y a des fois, j'ai mon âge et puis des fois, je l'ai pas. Je sais pas quel âge t'as, moi. J'ai 67 ans. Oh, dis donc. Voilà. Ça fait rajeunir, non, l'humour? Je vais me mettre à faire des sketchs. C'est ça, vas-y. Écoute, à partir du moment où je peux continuer à faire tout ce que je fais, j'y pense pas. Ouais. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce que moi, maintenant que j'ai 50 ans, hein, j'ai mal au dos, j'ai mal partout, oui, j'ai des trucs. Donc, aussi, alors, tu sais, donc voilà. Non, mais donc oui, c'est ça. Donc là, toi, l'important, c'est ça. Moi, c'est de continuer. C'est que ça ne m'empêche pas de faire du spectacle, de tourner, voilà. J'ai bien aimé ce que tu as dit. Tu as eu des petits-enfants. Oui. Et tu dis, ça m'a donné un regain d'énergie, justement, du jus, là. Je suis repartie. Ouais. Parce que souvent, on peut dire aussi, tu vois, il y a eu ce truc de, oh là là, je veux pas être grand-mère. Moi, j'ai hâte d'être grand-mère. Mais bien sûr. Donc, tu vois, j'ai trouvé ça joli, ce que tu racontais. Parce que je pense qu'à un moment, si on ne veut pas être la personne que les petits-enfants n'ont pas envie de voir... Ouais. Tu sais, cette vieille grand-mère qui pique et qui veut rester assise et qui connaît rien, tu vois, qui sait pas appuyer sur un bouton d'ordinateur. Je pense que c'est pas possible. Donc, les petits-enfants, ça fait ça, effectivement. Il y a un côté, moi, je suis ravie qu'ils m'appellent mamie, hein, je le prends hyper bien. Et en même temps, je me dis, moi, quand je suis avec eux, ça m'oblige à me bouger un peu, quoi, à pas rester... Et puis moi, j'ai envie d'être active, j'ai envie de me marrer avec eux, chanter avec eux, tout ça. Il y a plein de choses que je peux pas faire avec eux, parce que physiquement, voilà, ou c'est pas trop mon goût, mais je l'accepte. Je suis pas là en train de me lamenter. Alors, je peux pas jouer au football avec eux, mais on s'en fout, je joue au football avec eux, puis ils s'en foutent aussi, hein, franchement. Ouais. Quand tu parles du temps, c'est vrai que tout à l'heure, tu disais sur la ménopause que ça marque le temps. Ouais. C'est vrai. Et justement, à quel moment tu t'es dit, ça y est, voilà, ça y est, j'y suis. Le temps, il est marqué. Ouais. Je le sens bien, tu vois. À quel moment ça? Tu te souviens de ce moi, j'ai ce passage? été ménopausée, je crois, vers 52, 53 ans. J'avais des sensations bizarres, des bouffées de chaleur, surtout. Je crois que c'est ça qui est... Et je me suis rappelé ma mère, qui avait des bouffées de chaleur et qui est tout le temps oh mais mon doudou, faut qu'on s'arrête là, j'ai trop chaud. Puis moi je disais ça va, ça non plus. Ouais, c'est bon. Ça va, t'as chaud. Ouais. Puis après quand ça t'arrive à toi, tu fais c'est vraiment chaud alors. Ouais. Je vois très bien. Tout ce qu'on n'accepte pas parce que ça nous arrange pas, mais quand c'est à nous, ça arrive. Oui. Et en fait, c'est parce que moi souvent, c'est parce que je me dis c'est bizarre, j'ai un truc bizarre. C'est bizarre que j'ai chaud comme ça. C'est bizarre. Donc je finis par aller voir le médecin qui me dit allez. Ça y est, on y est. Oh non, ah bon? Oh là là, oui non mais vraiment. Puis alors je sais pas, mais moi je fais partie d'une génération
où bon, les femmes faisaient plus âgées aussi plus tôt, je dirais. Mais pour moi, c'était des très vieilles personnes. Dans ma tête, être ménopausée, ça voulait dire avoir 70 ans, quoi. Ouais. Pas 50. 50, comment ça Bah, enfin, j'étais en boîte hier soir. Je ne suis pas du tout ménopausée. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est vrai que ça change un peu le rapport de l'âge aussi. Alors, à part les bouffées de chaleur, souvent, on nous parle du poids. Moi, j'ai pris 6 kilos d'un coup. Toi, tu as raconté justement que tu es passé du 38 au 46. Voilà. Comment ça se passe à ce moment-là? C'est assez désespérant. De toute façon, le problème, toujours, dans l'histoire du poids, c'est qu'on les prend pas d'un coup. Hein? Oui, voilà. Ça vient. Non, mais, parce que toujours, on a l'impression, voilà. Et ce matin, je me suis levée, dis donc, j'avais 20 kilos de plus. Non, ça ne se fait pas comme ça. Ça prend son temps. Voilà. Donc, en entre-temps, il y a le legging, il y a l'oversize, il y a tout ça, il y a, si on se regarde pas toute la journée dans la glace, on voit pas trop le bourrelet qui s'installe, le machin, tous ces trucs-là, on n'a pas envie de les voir. Donc, ça va avec aussi le fait d'être ménopausée. Je veux dire, il y a quelque chose Bien sûr. qui fait que non, c'est cette espèce de miroir sans teint, quoi. Et puis un jour, on fait dis donc, c'est quand même fou que je ne rentre plus du tout dans ce pantalon. Et voilà, on a pris 15 kilos, 20 kilos, et on sait pas comment, en fait. Non. Même si peut-être qu'on a plus bouffé, j'en sais rien, peut-être qu'on s'est plus laissé aller, mais en tout cas, je pense que ça va avec aussi. Et qu'on n'est pas toujours prévenu de ça. Et que je pense que l'accumulation des frustrations fait aussi qu'on met une de côté et qu'on vit l'autre. Oui. Donc, celle contre laquelle on peut rien faire, c'est-à-dire la ménopause, on l'accepte. Et puis à l'autre, on dit, en plus, me faire chier à pas picoler ou à pas manger un gâteau, quoi. Ouais, ça, c'est bon. Ouais. Ça, laissez-moi tranquille. Est-ce que tu te souviens combien de temps? Parce que ça, c'est une question, en fait, que je pose rarement, mais je me suis dernièrement posé cette question, puisque ça fait quand même 1 an que j'en chie, je le dis très honnêtement. Ça dure combien de temps, la ménopause? Ça dépend des femmes, mais toi, est-ce que tu te souviens? Écoute, me dis pas que ça continue, parce que vraiment, là, je pense que je l'ai eu en 2 fois. Je pense qu'il y a eu une préménopause. Oui. Voilà, qu'on appelle une préménopause. Un petit peu de bouffée, un petit peu, un petit peu pas bien, un châtain. Puis ça s'arrête. Et tu dis, donc c'était pas ça. et puis tout d'un coup, un an ou 2 plus tard, mais là, franchement, c'est beaucoup. Et là, souvenir maman et souvenir des tantines et tout ça, et donc direction gynéco, quoi. Parce que toi, on t'avait raconté, quand tu dis souvenir, ça veut dire que... Non, souvenir des bouffées de chaleur. Souvenir des bouffées de chaleur, personne ne racontait rien. Ouais. Moi non, surtout aussi. Ça. La ménopause, qui va raconter ça? Déjà, on n'a pas envie de la voir, on va pas aller la raconter, c'est clair. Mais tu t'es pas dit... C'est long. C'est long. D'avoir chaud, c'est long. Ouais. Moi, je crois que c'est avoir chaud, quoi. Mais même en plein hiver, t'es là au milieu des gens, tout le monde met un feu de cheminée, puis toi, tu fais... Vous voulez pas ouvrir les fenêtres? Mais il fait moins 15, oui, mais quand même. Ouais, je vois. Un petit peu. Ouais. Non, c'est très pénible, très pénible. L'été, ça va, parce que tout le monde a chaud, donc tu passes au travers. Mais alors, l'hiver, c'est compliqué. Ouais, je sais. Et quand tu joues, quand je jouais sur scène, d'un coup... Ah oui, t'avais... des suées, c'est pas possible. Mais c'est vrai mais tu vois, c'est un sujet qui est très douloureux pour beaucoup de femmes. Toi, par exemple, j'ai eu la sensation que quand même, malgré tout, t'étais sur scène. Enfin, tu vois, t'en as fait un truc, on n'a pas eu cette sensation que ça te gênait. Oui. Mais vraiment. Je connais quelques femmes ménopausées, puis alors, un peu plus de mon âge, qui continuent à acheter des tampons et des serviettes quand elles font leurs courses. Ah bon? Oui, parce que comme ça, on pense encore de toi que tu es jeune. Et voilà. Ah oui? Mais oui. Des actrices qui veulent pas avoir des enfants trop âgés. Même si il y a bien longtemps qu'elles auraient pu ne plus avoir d'enfants, mais elles préfèrent des enfants jeunes. Bonjour madame, alors vous aurez... Bonjour, je évidemment ne citerai pas de nom, mais vous allez avoir un enfant de 25 ans. Ah non, parce que si j'ai un enfant de 25 ans, ça veut dire que les gens vont penser que j'ai largement dépassé les 55 ou les 60. Comme le monde du cinéma est difficile pour les femmes, passé un certain âge, on va pas en rajouter. Donc, donnez-moi un enfant de 10 ans, ça c'est bien. Voilà. Justement, quand tu parles du monde du cinéma, toi, tu le vis comment, ça?
Le fait que, effectivement, à 50 ans, dans la société, il y a un côté où tu as l'impression qu'on est mise de côté, mais on ne sait pas de quel côté, on ne sait pas où. On disparaît comme le trou des chaussettes. Tu sais, moi, j'ai un trou dans les chaussettes. Je ne sais jamais où il est, ce trou des chaussettes, mais... Alors moi, j'ai un peu de la chance, parce que j'ai un peu traversé tout ça sans toi, t'as pas eu trop d'encombre. Mais moi, je fais beaucoup de théâtre, toujours, donc... et puis du one-man show, et puis des pièces, et tout ça. Puis moi, je fais une série où on s'en fout de l'âge. Enfin, même si je suis stagiaire et qu'à mon âge, je devrais pas l'être. Donc, je pense à un peu traverser tout ça assez tranquillement. La problématique, en fait, c'est pas le fait d'avoir 50 ans, c'est qu'on n'écrit pas. Parce que le cinéma, entre guillemets, reste un endroit qui doit faire rêver. Donc, qu'est-ce qui fait rêver? C'est les jeunes, la jeunesse, la beauté. C'est quoi, toi, tes rêves? Aujourd'hui? Ouais. Écoute, continuer, ce serait déjà pas mal. Ouais. Continuer à faire des choses différentes. Moi, ce qui me plaît, c'est de pouvoir de faire des choses drôles et des choses moins drôles. Et voilà, ça vraiment, ça... Mais alors, ce qui est très étonnant, c'est que par rapport à l'âge, je le refuse un peu quand même. Ouais. Parce que dans mon métier, on revient aux histoires d'actrices. Moi, je reçois des pièces. Ils se disent, ça y est, passé à 65, on va pouvoir lui coller les rôles de vieille dame. Et ça, je supporte pas, en fait. J'ai pas envie de jouer ça. Vraiment pas. Moi, j'ai besoin, justement, du contraire. J'ai besoin de flamboyance. Ouais, d'énergie. D'énergie, de folie, Moi, je veux des plumes, des boas, je veux chanter, je veux faire le con, je veux faire l'andouille. Ou alors, on m'amène Mercourage, quoi. Un truc dur et qui a une profondeur. Et non, ça c'est pareil. Laurent Ruquier, il écrit pour moi, donc il écrit je chante, je danse, je suis le con, c'est génial. À bonheur, je suis amoureuse, mon mec me trompe et moi aussi. Enfin, c'est merveilleux. Je suis avec des beaux garçons. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est ça qui m'empêche de vieillir. Là, t'es dans la vie. Mais oui, parce que tout d'un coup, je suis dans une. En fait, je me rends compte que le public, lui, surtout au théâtre, il est OK. OK pour qu'à mon âge, mon mec m'aime. Et même s'il a 10 ans, 15 ans de moins que moi, qui me dise mon amour, et qui m'embrasse sur la bouche, et qu'on chante ensemble. Et je me dis, mais voilà, mais c'est ça que je veux, moi. En tout cas, quand tu parles de plumes et de boa, là, j'étais en train de te dire aussi juste avant que j'avais adoré ton one-man show des Démons de Midi, qui est pour moi vraiment le top du top, mais parce qu'aussi tu parlais de sexualité, tu parlais de trucs dont on parlait pas. Aujourd'hui, la sexualité, ça se passe comment? C'est une vraie question, puisque en général, tu me racontes ce qui va m'arriver dans 10 ans. Donc, vas-y, c'est pas grave, je suis prête à tout. Alors moi, je pense que c'est... quand ça m'arrive, c'est très bien. Mais c'est toujours pareil, en fait. Même quand on est jeune, enfin, je veux dire, les expériences sexuelles qu'on a pu avoir, elles dépendent à la fois de nous, évidemment, de notre humeur, mais aussi de nos partenaires. Quand on a un partenaire convaincant, ça se passe bien. S'il n'est pas convaincant, enfin, non. Bon. Je me dis, non, le plus compliqué pour moi, c'est d'avoir des lumières agréables, hein, dans les chambres maintenant. C'est-à-dire qu'on met pas de miroir et tous ces trucs-là. Et puis, voilà, on a des lampes qui se baissent bien, où on se voit un tout petit peu, mais pas trop. Non, je pense que c'est la complication, mais je pense qu'elle vient aussi de ce qu'on nous mitraille à longueur de temps, qu'on n'est plus assez bien, plus assez comme ci, plus qu'on doit ressembler à un tel, à une telle, et pas à soi-même. Donc, effectivement, se retrouver toute nue dans un lit avec un monsieur ou une dame... c'est un petit peu angoissant, donc on se dit mais qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire, comme si on en était là à ce moment-là. Je veux dire, il y a quand même eu un petit trajet pour qu'on arrive jusque sous la couette. Ouais. Donc ça veut dire que la personne était un petit peu d'accord et il va pas se barrer en courant, parce que mais dis donc, mais elle a des rides, mais elle a de cellulite, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, comme si c'était une découverte. Non, je pense qu'on se fait beaucoup on se prend la tête. On se prend beaucoup la tête là-dessus. Et moi, je pense que le plus dur, en fait, pour moi, le plus difficile, c'est la rencontre aujourd'hui, je trouve. Parce que, on revient un peu au Démon de Midi, c'est-à-dire que moi, je me dis toujours que les hommes qui seraient à peu près de mon âge, parce que je vais pas aller chercher un mec de 35 ou 40 ans, déjà de toute façon, ça les intéresse pas plus que ça, une femme de mon âge, mais un mec de à peu près mon âge, à 10 ans près, souvent, il vient de quitter la sienne, qui a la même que moi, donc, à peu près, pour aller avec une qui est déjà plus jeune.
Donc, bon, alors déjà, c'est au revoir. Donc, ça devient plus difficile. Et que les hommes ont besoin d'avoir des femmes plus jeunes. Ça leur plaît d'imaginer qu'ils vont pouvoir encore leur faire des enfants et encore faire perdurer le nom de cette personne tellement exceptionnelle et que ça serait dommage. Donc, non, ça, je pense que c'est plus difficile. Après, le reste, la sexualité, bon, ben, il faut être... Est-ce qu'on est un meilleur coup en vieillissant? Je sais pas. Après, il faut pas se forcer. Voilà, moi je me dis toujours, il y a des copines qui me disent, oh, mais tu devrais sortir, va dans les bars. Et ben, mais moi je vais pas aller me taper un mec pour me taper un mec, c'est pas la question. Oui, t'es pas sur Tinder par exemple. Ah non, mais je pourrais plus. pas, je pourrais pas. Je me demande si j'aurais même pu le faire jeune, ce truc-là. Moi qui étais une grande clubeuse et dragueuse dans ma jeunesse, mais là, je me verrais pas faire ça. Je ne veux pas me déprécier de ce côté-là aussi. C'est-à-dire que je me dis souvent, mais quelle idée tu as de toi? Est-ce que c'est quelle image tu as de toi? Déjà, tu te sens pas toujours, bon, tu vieillis, machin, etc. Si en plus, il faut aller, je sais pas, presque se proposer comme une marchandise. Mendier un peu, genre. Oui, s'il vous plaît, un peu d'amour. Un petit peu une petite caresse là-bas, non. Non, je vois pas. Moi, comme dirait Florent Foresti, quand on est amoureuse, on a des couettes, peu importe l'âge qu'on a. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme tout, quoi. L'appétit vient en mangeant, mais les désirs, c'est pareil. Je pense que ce qui est important dans le désir, c'est d'être désiré. Moi, en fait, c'est là où je le prends le plus mal, c'est quand je me rends compte qu'en fait, je ne suis plus une femme regardable, entre guillemets. Ça m'est arrivé sur les tournages, etc., très souvent. Le moment de la cantine, machin. Alors, au début, les mecs, ils sont hyper sympas, parce qu'on est généralement un peu une bonne copine, quoi. On est rigolote, on a 2-3 trucs dans la tête, donc c'est plutôt agréable de passer un moment avec nous. Puis, dès qu'arrive une nana plus jeune, un petit peu gaulée, elle s'assoit, et c'est fini. C'est-à-dire qu'on ne nous adresse plus la parole. Mais on n'est plus dans le cercle de est-ce que je suis un beau coq, est-ce qu'elle va craquer pour moi? Parce qu'ils en ont rien à foutre que nous, on est craqué pour eux. Mais c'est la petite jeune qui vient d'arriver, mais même si elle a que 15 ans de moins, c'est fini. Tu veux quelque chose? Tu veux que j'aille te chercher un truc? Tu as besoin de quelque chose? Je t'ai raconté l'histoire au jour où j'ai sauvé 15 enfants de la noyade. Et là, on s'est dit, donc c'est à ce moment-là que vous me mettez au fond de la classe, quoi. Et là, c'est terrible. Moi, alors ça me fait plus mal que un mec qui va pas répondre à mon texto, parce que je me dis, alors donc c'est ça, vieillir, c'est ça. C'est que tout d'un coup, on est transparente. C'est ce que je dis dans le spectacle, d'ailleurs. Bien sûr. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'existe plus. Personne ne veut plus, les hommes ne vous regardent plus, c'est fini. On n'est plus intéressante. Et t'aimes pas qu'on t'appelle madame? Ah non. Mais non, parce que le madame, en fait, c'est une marque de ça y est, t'es vieille. Et que c'est vrai que quand on commence à te dire madame, tu fais, oh putain, ça y est, j'ai pris un petit coup de vieux, je dois être fatiguée ce matin. Oh là, j'ai pas dû peut-être mettre le bon vêtement. Oh là là, fais gaffe. Ça, c'est un peu un espèce de petit warning. Tu te dis, oh là, ils m'ont appelé beaucoup madame aujourd'hui. Parce que je crois qu'au-delà de la ménopause qui est fatigante physiologiquement, il y a aussi tout ce qui va derrière, tout ce qui va avec, tout ce qu'on te fait subir en permanence. Tu te rends compte quand même qu'on ne vend que des produits anti-rides. C'est fou. Mais moi d'ailleurs, je déteste ce mot. Non, mais le anti-ride. C'est dingue, quand même. Sûr. On ne nous vend que ça. Pas autre chose. Pas une crème juste pour être contente d'avoir une peau un peu hydratée. Non. Anti-rides, anti-poche, anti-cerne, anti-ci, anti-tache. Anti-tache, anti-machin. Tu dis, mais même des dentifrices anti-vieillissement des gencives. Tu dis, non, mais... à un moment, foutez-moi la paix, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux femmes qui nous entendent, qui sont totalement flippées, puisque quand même, malgré tout, toi, t'en parles très facilement et tout ça, mais la ménopause est un tabou. Même si on commence à en parler sur les réseaux sociaux, c'est un tabou. Oui. Et puis, comme tu le dis très bien, c'est un moment de vie qui marque un temps, qui nous bouscule. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire aux femmes ou aux hommes qui nous écoutent? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? D'abord que c'est, hélas, un passage obligé. Oui. En même temps, pensez à toutes ces années de règles douloureuses.
toutes ces années où vous avez eu peur d'être enceinte alors que vous n'aviez pas envie, toutes ces années de préservatifs pénibles, pensez à tous ces moments assez compliqués dans la vie d'une femme. Et puis on se dit, aujourd'hui quand même notre fonction a changé. Je veux dire, cette fonctionnalité de la maternité, voilà, est plus obligatoire. Donc, prenez-le comme, je dirais, une deuxième vague comme ça de liberté totale. Il y avait un film, je crois, c'était avec Jack Nicholson et Diane Keaton, voilà. Et donc en fait au départ Jack Nicholson il rencontre une jeune femme qui est la fille de Diane Keaton. Ah oui, je vois. Tu vois ce film? Ouais. En fait ça ne marche pas avec la jeune machin etc. Mais les deux ils ont le même âge et ils se marrent bien etc. Ils finissent par coucher ensemble. Et le premier soir, lui, il a un réflexe, c'est de dire contraception, et elle fait ménopause. Et là, il rit. Et je me dis, ce sont des phrases qui libèrent. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut aussi arrêter de prendre les choses et de faire comme si c'était des choses définitives. Oui, il faut passer par là. Ça s'appelle comme ça. Tant pis, ça s'appellerait table de jardin. Peut-être qu'on n'aimerait pas ça non plus, mais bon, c'est comme ça. Et voilà, on passe de ça à maintenant, allez, c'est une autre liberté, c'est autre chose. Essayons de garder déjà, comme dit Lynn Renaud, moi j'aime bien fêter mes anniversaires, parce que ça veut dire que je suis toujours là. À 55 ans, 60 ans, on est des belles femmes, on a plein de choses à faire encore, on n'est plus des mamies enfermées dans un appartement, et on n'a plus de poils qui sortent, voilà, on est mieux. On s'entretient, oui, il y a mieux qu'avant aussi. Bien sûr. Donc voilà, ce petit passage-là. Par contre, si on a un petit peu de mal, c'est peut-être bien d'aller voir un médecin qui va vous aider à vous filer des petits oligo-éléments, des petits machins qui vont faire que, allez, on va traverser ça un peu mieux. S'il y a trop de bouffées de chaleur, maintenant, je sais qu'il y a des choses qui les calment un peu. Vous avez pris des choses. Alors moi, tout d'un coup, je te vous vois. Tu me vois. Quand tout d'un coup, on parle médecin. Tu voulais parler à toutes les femmes, c'est pour ça. Ouais. Alors moi, j'ai rien pris. En plus, c'était un peu la période où on disait qu'il fallait pas prendre. Fallait pas, ça faisait les cancers, les machins, etc. Ouais. Donc j'étais un peu comme ça. Après, moi, je faisais beaucoup de divans à l'époque chez ma psy, et elle m'avait dit une chose qui était assez juste, c'est que il y a le côté physiologique, mais il y a aussi un côté psychologique dans les bouffées de chaleur, et que quelquefois c'est aussi des moments un peu plus fragiles. Et le stress souvent se passe par là. Hein. Tout à coup, quand on a peur, qu'on n'est pas bien, on a chaud. Donc en fait, il faut apprendre elle m'avait un peu dit écoutez-vous, et gérez un peu ça. Peut-être qu'il y a des fausses, et ça n'est pas physiologique, c'est vous. Et effectivement, dans la journée, il y avait une partie qui était je peux rien y faire. C'est hormonal. Puis une partie où, oui, effectivement, c'est un peu toi qui, voilà. Mais bon, il faut traverser, le mieux possible si on est en bonne santé aujourd'hui. C'est déjà génial. Ah là, merci quoi, hein, franchement. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et que toi, t'as envie d'aborder? Est-ce qu'il y a un truc que t'as envie de dire? Moi, je trouve que le plus dur aujourd'hui, c'est au-delà de la ménopause, c'est tout ça. Je pense que c'est alors, parce que ça me concerne un peu, c'est la solitude. Parce que, effectivement, cette ménopause là qui fait que les hommes vont chasser ailleurs, en fait, c'est comme si on avait une double peine à ce moment-là. Et c'est souvent ça qui entraîne un peu de dépression. Parce qu'on se dit, on veut plus de moi, je ne suis plus bonne à faire des enfants, je fais quoi moi? Je suis qui, pourquoi? Donc c'est un peu compliqué. En plus, c'est les moments où souvent nos parents ne vont pas très bien, on se paye des deuils ou des visites dans les hôpitaux, dans les EHPAD, etc. Et tout ça est une espèce de conglomérat qui, si vous êtes seul, sont encore plus pesantes. Oui, t'as envie de le partager et tu peux pas. Et voilà, on a l'impression qu'on n'a pas le droit de se plaindre, qu'on n'a pas le droit de le dire. Puis je vais quand même pas dire en plus que je suis ménopausée parce qu'on me dit ça va, c'est bon, voilà. Donc je pense qu'il y a on sait que ça participe d'un moment de la vie qui est un petit peu plus qui est un peu plus fragile, voilà. Mais comme je dis toujours, on n'y peut rien. Quelque part, traversons-les quoi. Et puis on se fait plaisir. Trouver dans ces moments-là des petits coins pour se faire plaisir avec des copains.
aller se balader, je sais pas. Prendre l'air, quoi. Prendre l'air, je sais pas. Des petits trucs qui font que tout d'un coup, allez, on c'est respire un peu un joyeux. petit peu mieux. Oui, voilà. Aller au spectacle, écouter de la musique. Ma psy, elle me disait toujours, d'un drame, il vaut mieux toujours en faire une œuvre qu'une dépression. Et le jour où elle m'a dit ça, j'ai pas compris. Je me suis dit, une œuvre, tout le monde n'est pas Picasso. Elle m'a dit, non, mais une œuvre, c'est faire quelque chose. C'est transcender, en fait, le truc. En fait, c'est... Par exemple, elle me disait, mais écrire. J'ai dit, mais tout le monde sait pas écrire. Elle me dit, je vous demande pas de faire un prix Goncourt, mais écrire ce qu'on ressent, c'est déjà mettre de la distance dans le chagrin. Parce que poser des mots, ça, quand on les relit, on a déjà fait un petit trajet. Elle me disait, mais jouez au Scrabble, apprenez à tricoter. C'est ça une œuvre, en fait. On n'est pas tous obligés de monter sur scène, par exemple. Pas du tout. Parce que je lui disais, mais enfin, tout le monde n'est pas... Elle me dit, non, mais c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis, transformer le truc pour que, tout d'un coup, il soit moins lourd. Voilà. Moi, j'adore. J'adore ce que tu dis. Mais vraiment, ça m'a beaucoup aidé, hein. Bah ouais, je peux bien te croire. Beaucoup. Je n'ai pas envie de donner l'idée qu'il y a un moment, un peu comme cette histoire de ménopause avec des moments clés. Ça y est, il y a des choses terminées. Je suis pas d'accord avec ça. Non, mais moi non plus. D'ailleurs, c'est pas du tout terminé. Voilà. La vie commence. La vie commence tout le temps, en fait. Ouais. Commence tout le temps. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous. C'était un bonheur. Hein. Merci beaucoup. Merci, mon Elsa. Merci. Bon, c'était super, les fillettes. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Oh, ben rien, tout va bien. Oh, écoute, je suis tellement contente. Si je comprends pas que les mecs... Alors, tu sais quoi, tu dois faire des câlins, toi. Ça doit être bon, tes câlins. Non, mais 67 ans, sans déconner. Sans déconner. 67 ans. Ah non, là, je vais te dire, tu me mets du beau au cœur. Et moi, je vois le 7 et le 0 qui vont arriver. Je fais, oh putain. Non, allez, on n'y pense pas. Non, t'y penses pas parce que vraiment, t'es... Je tiens là. Ouais, tu tiens bien là. Mais j'ai des super enfants, j'ai des super gosses. Et ça, pour ça que je te dis, tu sais. Hein, oui, ça c'est super important. C'est tellement fort, quoi. C'est sûr. Impeccable. Merci. Allez. Trop bien. Merci beaucoup. Merci d'être Et vraiment, n'hésite pas quand vous êtes là, les filles. Ok. Hein. Bisous, merci. Bisous. Salut. Si Michel a réussi à transcender sa ménopause et à en rire, elle aussi, elle s'est fait un peu peur. Il faut dire qu'entre culture du silence et prédictions apocalyptiques, difficile d'aborder cette période avec sérénité. Parmi tous les obstacles censés se dresser sur notre route, il y a les troubles liés à notre sexualité. Baisse de la libido, fin du désir, douleur lors des rapports et j'en passe. Alors moi ça me déprime total. Donc pour en avoir le cœur net, je suis allée voir Véronique Simoneau, une sage-femme sexologue qui a très envie de faire bouger les mentalités et ça va nous faire du bien. J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de regard positif sur la sexualité à la ménopause parce que la ménopause s'est finalement construite par la société et on réduit un peu la sexualité des femmes à leurs hormones. Et ça m'agace en général. Comme si plus d'hormones égale plus de sexualité. Et ça, c'est prodigieusement faux. Sinon, on aurait des rapports sexuels que au moment de l'ovulation, par exemple, une fois par mois. Et donc, la sexualité à la ménopause, ça se transforme, ça c'est vrai. Mais pour moi, ça peut être vraiment très épanouissant et beaucoup plus libre, finalement, qu'avant. Quand vous dites que la sexualité se transforme, qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, elle se transforme parce que le corps change. Ça, c'est une évidence. Beaucoup de systèmes évoluent et effectivement, le système génito-urinaire, tout ce qui est vulve, vagin évolue et effectivement pas dans le bon sens. Quand les hormones diminuent, on va perdre en élasticité notamment, on va avoir une lubrification beaucoup plus lente. Donc la lubrification à la ménopause, elle est toujours là, hein, parce que ça n'a rien à voir avec la sécheresse vaginale. Il y a beaucoup de confusion entre les deux, mais c'est pas du tout le même mécanisme. C'est-à-dire ? La lubrification chez la femme n'en a pas conscience en général, mais elle est très très rapide. S'il y a une bonne stimulation, le début de lubrification, c'est en quelques secondes. Il y a certaines études qui disent 5 secondes, début de lubrification. Mais comme c'est en interne, on n'en a pas la perception. Une femme ménopausée, début de lubrification, 5 minutes. Donc entre 5 secondes et 5 minutes, là on peut se dire c'est quand même hyper plus long. Ce n'est que 5 minutes, moi je dis. Donc on ralentit, avec beaucoup plus de sensualité peut-être et
pour permettre le corps de s'exciter. Mais chez l'homme, c'est pareil, faut pas se leurrer. Il y a une baisse aussi de leurs hormones, une baisse de la testostérone. Et l'homme, plus il vieillit, plus il met du temps à s'exciter, plus il met du temps à obtenir une érection. Donc c'est exactement pareil chez la femme. On met plus de temps à lubrifier, mais ça marche quand même. On parle aussi tout le temps de la baisse de libido. Est-ce que ça veut dire qu'on ne ressent plus de désir ? Alors, au niveau de la libido et du désir, souvent il y a une confusion également entre les deux. Tout le monde parle de libido, d'une manière générale. En sexologie, on différencie la libido du désir sexuel. La libido, c'est effectivement le corps qui fonctionne en lien avec nos hormones. C'est physiologique. Et le désir sexuel, c'est dans la tête. C'est une anticipation mentale, positive, d'un rapprochement sexuel, d'un rapport sexuel, avec soi ou avec autrui. Donc là, le désir sexuel, c'est de la gourmandise. Il est lié à notre conception de la sexualité. Est-ce qu'on avait une sexualité satisfaisante ou pas ? Est-ce qu'on est connecté à notre corps ou pas ? Il est lié vraiment à notre fantasmagorie, je dirais. Si le désir ne disparaît pas, c'est déjà une bonne nouvelle. En revanche, on parle beaucoup de douleurs lors des rapports sexuels. C'est vrai ça ? Au niveau du fonctionnement sexuel, il y a aussi des fausses croyances qui sont liées aux pratiques, en général, hétérosexuelles pénétrantes, où on pense que de faire des va-et-vient dans un vagin, c'est agréable. C'est-à-dire que de faire des frottements au niveau vaginal, que ce soit avec un sexe, avec des doigts, avec un objet, c'est agréable. Or, ce n'est jamais agréable. On peut le vouloir, l'accepter, mais ce n'est pas jouissif, en tout cas, parce que sur le plan de l'anatomie, au niveau du vagin, il n'existe que des récepteurs à la pression. Donc il y a des récepteurs qui sont sensibles si on appuie dessus, ou si on fait varier le volume dessus. Et là, ils peuvent envoyer, si on a connoté positivement, ils vont envoyer un message agréable de « Ah, ce qui se passe là, c'est agréable, et je vais pouvoir m'exciter avec, et je vais pouvoir peut-être en jouir. » Mais pas du tout au frottement. Des récepteurs au frottement, il y en a sur la peau, il y en a sur le clitoris, il y en a sur la vulve, il y en a au niveau de l'anus, il y en a sur les fesses, il y en a partout, en fait. Mais pas au niveau vaginal. Donc tout ce qui frotte au niveau vaginal, ça fait rien d'exceptionnel, quoi. Donc si on est bien excité, donc bien lubrifié, que on est vraiment OK pour ce rapport, qu'on est dans un partage, que vraiment tout est bon, l'imaginaire sexuel est présent, c'est OK, la pénétration. Et le va-et-vient, ça va être OK. Mais c'est pas ça qui va entretenir l'excitation. C'est-à-dire que si le frottement est long, si la pénétration est longue, ça va finir même par assécher. Ça va faire la lubrification va être épuisée par ce frottement. Et puis ça va sécher, et puis ça va brûler, et puis ça va faire mal. Et donc faut vraiment arrêter de frotter les vagins. C'est pas fait pour ça, un vagin. Vraiment pas. Le clito, si on aime ça, mais pas le vagin. Et donc à la ménopause, ça va s'aggraver, ça. C'est-à-dire que effectivement, vu que la lubrification est plus lente, si en plus on frotte, parce que peut-être on avait l'habitude de faire ça, oui, ça va créer des irritations plus fortes et des douleurs plus fortes, ça c'est sûr. Donc, pour garder des rapports sexuels agréables, pénétrants, j'entends, eh bien, il faut varier les angles de pénétration. Si on est dans un rapport sexuel hétéro, messieurs, il faut basculer votre bassin d'avant en arrière. On n'est pas en train de faire des pompes quand on fait un rapport sexuel. On n'est pas à faire du va-et-vient. Évidemment, mesdames, on participe. On fait pas l'étoile de mer en regard. Et si tout le monde bouge son bassin, là, on a un rapport sexuel indolore, excitant, potentiellement jouissif. Alors, on bouge son bassin, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour maintenir une bonne sexualité ? Déjà ralentir. Donc, vivre le slow sex, prendre le temps, la sensorialité, reconnecter tous ses sens. Les sens, ce sont les sources d'excitation sexuelle. C'est grâce à nos sens que la lubrification va démarrer. Donc, on se reconnecte à son corps, on prend le temps de profiter soit de son corps seul, soit à deux, de partager tous ces moments-là. On utilise des lubrifiants, oui, ça c'est clair que ça va être quand même un plus. On va développer d'autres habiletés érotiques, justement, si on n'a pas trop fait attention jusqu'à présent, qu'on était sur le mode pilotage automatique, eh bien là, oui, on va faire attention comment on bouge, comment on respire, pour que le périnée soit le plus optimum.
pas obligé du tout de pénétration. Mais ça, jamais, je dirais. La pénétration pour le plaisir féminin, c'est quand même optionnel. Pour beaucoup de femmes, pas pour tout le monde. Donc c'est l'occasion. On redécouvre encore plus le clitoris, la vulve, toute zone érogène, les seins, le plaisir de s'embrasser. Et la pénétration, peut-être que oui, mais ce n'est absolument pas une obligation. Et ça peut être nécessaire de changer un tout petit peu de paradigme et de se dire que c'est la route qui compte, c'est le voyage qui compte que l'on va faire et on verra bien où ça nous amène. Sans stress, sans objectif particulier. Alors, au début de l'entretien, vous disiez que la sexualité à la ménopause pouvait être plus libre et plus épanouissante. Vous voulez dire quoi par là ? Alors, beaucoup d'avantages à la sexualité à la ménopause, parce que souvent ça correspond au départ des enfants, ou en tout cas des enfants autonomes, beaucoup moins présents. Beaucoup plus la possibilité de se faire des week-ends en couple. On va retrouver le plaisir des 5 à 7, on va retrouver le plaisir de faire l'amour sur le canapé, on va pouvoir vraiment de nouveau sortir de son lit pour faire l'amour, pouvoir faire du bruit, parce qu'il y a beaucoup de couples, pour maintenir l'intimité quand il y a des enfants à côté, font pas de bruit, on fait attention de pas s'exprimer, de pas respirer trop fort, pas crier évidemment. On fait attention au livre, on fait attention à des tas de trucs. Donc là, on peut vraiment se libérer. En rigolant, des fois, je dis on fait l'amour sur la machine à laver, mais voilà, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tout est possible. Plus de risque de grossesse. Donc ça, pas besoin de contraception, c'est quand même chouette. Et il y a une partie, effectivement, de maturité, de maturation, où on est passé à un âge où on sait un peu plus ce qu'on veut, ou en tout cas, on ne se laisse plus marcher sur les pieds. C'est fréquent qu'on entende, même au travail ou avec des amis, j'ai passé l'âge. J'ai passé l'âge qu'on me piétine. J'ai passé l'âge. Et c'est très fréquent, pareil, dans les études, que les femmes soient finalement plus épanouies, sexuellement parlant, à partir de 40 ans, et 50 et 60, que dans la jeunesse. Où à 20 ans, on se connaît pas encore, on n'a pas trop découvert les choses, on n'a pas découvert son corps. À l'heure actuelle, on se calque beaucoup sur la pornographie, sur ce qu'ont fait les autres, et sans vraiment savoir si pour nous ça nous plaît vraiment. Alors que là, on se connaît. On se connaît plus et on est plus apte à poser ses limites et à exprimer ses envies. Ça, c'est un gros avantage. Message reçu 5 sur 5, tout est encore là. Alors à nous de jouer avec. Le désir, c'est comme l'âge, c'est dans la tête. Ça fait du bien de le savoir. Parce que démonter les croyances et les idées reçues, c'est déjà puissamment thérapeutique. Pour vous faire du bien, vous pouvez aussi aller rire et chanter avec Michel Bernier, en ce moment en tournée avec la pièce « Je préfère qu'on reste ensemble ». Un immense merci à elle pour cet entretien sincère, drôle et touchant. Merci à Véronique Simoneau pour ses explications étonnantes, passionnantes qui vont peut-être enfin nous aider à faire évoluer notre regard sur notre corps et notre sexualité. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Ciao. Merci à Sophie Drumin qui a réalisé et monté ce podcast, à Alban Claudin qui l'a mis en musique et Étienne Gracianette qui l'a mixé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des étoiles. Vous savez comment ça marche. Commentez, partagez, abonnez-vous, ça nous aide beaucoup.